Bienvenue au lancement du tout dernier numéro de Première en Affaires. L'année 2020 a changé la donne. Notre quotidien n'est plus le même. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on est avec vous ensemble, à distance, mais juste là, de l'autre côté de l'écran. On dévoile ce matin la 2e édition du palmarès des entreprises au féminin. Les résultats de 110 entreprises. Des entreprises de femmes qui ont atteint un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars au dernier exercice. La majorité de ces entrepreneurs sont connectés avec nous ce matin. Vous le savez, derrière ces résultats, il y a des chiffres et du travail. Il y a des femmes et des hommes qui ont relevé le défi de la croissance. Il y a aussi les signes d'un tissu économique fort où nous pouvons prendre notre place en tant que femmes. L'histoire de Première en Affaires en est le témoin. Le magazine existe depuis 2007, mais le monde des médias n'est plus le même depuis l'avènement du numérique. Dès le mois de février, e-Première est de retour en version mensuelle pour les abonnés. On lance aussi le 16 mars un hors-série sur l'économie après Covid. Clients, partenaires, amis, lecteurs de Première en Affaires, collaborateurs, merci d'être avec nous, merci d'être au rendez-vous. Le palmarès des entreprises au féminin de Première en Affaires est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce dossier que vous avez entre les mains a été réalisé grâce à l'appui de l'école de gestion John Molson de Concordia, l'initiative Femmes de la Banque Scotia, la BDC, InnoCentre, Femmes Essor, EY, Léger, l'Ordre des CPA du Québec et le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Grâce à vous, on remplit notre mission, être la tribune des affaires au féminin. Bon visionnement! Merci beaucoup, Déborah. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui. Un 2e palmarès avec des entreprises qui ont relevé le défi de la croissance. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et je suis très contente d'être avec vous pour la prochaine heure et demie. On va être là jusqu'autour d'11 heures et on va parler de développement économique au féminin. Parce que le palmarès, c'est ça, hein, c'est de mettre en lumière le développement économique au féminin, la croissance, les défis relevés. Et Déborah y a fait référence. Ça n'a pas été une année facile. Pour certaines, ça a été une année de grande croissance, donc de grands défis. Pour d'autres, ça a été de mettre le développement sur pause. Ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été de renoncer et d'apprivoiser le changement. Donc, ça a été aussi de demander à certains de ses employés de faire les choses autrement, de parfois se dire au revoir pour un moment. Alors, ça a été une année qui a été très difficile. Dans la prochaine, donc au cours de la présentation d'aujourd'hui, on va échanger avec des femmes qui ont relevé le défi de cette année covidienne en développement économique au féminin. On va aussi parler avec le ministre Pierre Fitzgibbon en matière de développement économique. Qu'est-ce qu'il y a en banque pour le développement au féminin? On le sait,
On en parle beaucoup, mais les femmes sont particulièrement touchées. On ne parle même pas de la charge mentale, on parle juste de développement économique. Alors, imaginez. Alors, ça en dit long. Mais tout ça, ce n'est pas possible sans partenaire. Et quand on a rêvé le palmarès, on l'a rêvé avec des gens qui étaient là, qui même rêvaient Première en Affaires avant même que Première en Affaires 2.0 soit là. Et la prochaine personne avec qui je vais échanger, c'est Catherine Sanson. Catherine Sanson qui a été, mon Dieu, une complice des premières heures, des premières minutes, des premiers balbutiements de la relance de Première en Affaires et donc aussi une collaboratrice, une complice pour le lancement à la fois du premier et aujourd'hui du deuxième palmarès. Catherine Sanson est directrice principale communication et rayonnement à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, une amie de Première en Affaires. Catherine, bonjour. Bonjour Marie, merci beaucoup. Mon Dieu, quelle belle introduction. Ah, mais oui, c'est vrai, on est de choix à distance. Voilà, je me sens près de toute l'équipe. Et puis, Marie, vous m'attribuez beaucoup de mérite, mais vous l'avez nommé, là, je suis directrice d'une équipe qui s'appelle Communication et rayonnement Québec et je leur vois aussi un très bon coup de main de leur part là, qui nous ont, en fait, c'est un travail de collaboration. Et la Caisse est donc très heureuse de s'associer au deuxième palmarès des entreprises au féminin cette année. Bien, merci Catherine. Je trouve ça, je ne sais pas si c'est particulier de la façon de gérer au féminin, mais c'est vrai, on travaille en équipe, que ça soit chez vous à la Caisse, que ça soit chez nous à Première en Affaires. On travaille ensemble en équipe, on collabore et c'est important pour la Caisse d'être partenaire. On en a jasé à plusieurs reprises, d'être partenaire de Première en Affaires et du palmarès parce que pour vous, déjà, vous avez trouvé votre place dans l'écosystème du développement économique au féminin en soutenant la croissance, en tentant d'identifier des entreprises à fort potentiel puis les aider à accélérer cette croissance-là. Oui, c'est la façon dont vous le présentez, Marie, c'est effectivement la position que la Caisse a prise au cours des dernières années. Et cette position-là, en fait, on en a fait le constat, le fait d'appuyer des initiatives qui mettent l'accent sur la croissance d'entreprise. C'est un constat qu'on a fait à partir d'une autre étude, celle-là, qui s'appelle l'Indice entrepreneurial québécois. Donc, comme vous le voyez, on aime bien s'appuyer sur des faits lorsqu'on prend nos décisions. Et on est c'est important ces jours-ci. Oui, voilà, effectivement. Et on est fiers donc de contribuer à différentes études en ce qui concerne l'état, si on veut, de l'entrepreneuriat au Québec. Et ce qu'on a remarqué au cours des dernières années par rapport à l'indice, c'est qu'il y a eu quand même, et ça on peut se féliciter, là, au Québec, dans la population en général, une forte croissance de l'intention d'entreprendre, notamment auprès des jeunes et particulièrement, je vous dirais, auprès des femmes. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en bon français, le pipeline de nouvelles entrepreneurs, d'entrepreneurs qui font des démarches qui sont à l'étape de pré-démarrage et de démarrage, on est très optimiste pour l'avenir. On espère que malgré l'année qu'on vient de passer, ce vent d'optimisme-là demeure. On aura probablement l'occasion d'avoir d'autres données là-dessus plus tard. Mais l'idée, c'est qu'on avait constaté donc qu'il y avait de l'intérêt pour l'entrepreneuriat et qu'il y avait des démarches d'entreprise. Par contre, quand on regarde au bout du spectre de la chaîne entrepreneuriale, au niveau vraiment des femmes qui sont à la tête de grandes et de très grandes entreprises, bien, elles sont très, malheureusement, faiblement représentées par rapport aux hommes. Et on s'est dit à la Caisse que nous, ce qu'on souhaitait, c'est justement d'être complémentaires aux autres initiatives qui sont déjà dans l'écosystème en appui à l'entrepreneuriat et de se situer, si on veut, au bout de la chaîne entrepreneuriale pour essayer d'accélérer la croissance des entreprises à propriété féminine. Et c'est dans cet esprit, justement, qu'on a créé notre propre initiative qui s'appelle Chef de file, qui vise justement à propulser la croissance d'entreprises à propriété féminine. Je sais que plusieurs des membres de notre initiative de Chef de file sont probablement en ligne, enfin, du moins, ils font partie du palmarès. Alors, je les salue au passage. Et donc, ça, c'est la principale raison qui nous a motivés finalement à participer à ce palmarès des entreprises au féminin. L'autre raison qui nous a également motivés à s'associer à Première en Affaires, c'est aussi de constater l'importance de faire rayonner des modèles inspirants. On le sait particulièrement dans le cas de l'entrepreneuriat féminin, d'avoir des modèles de gens à qui on peut s'associer, qui nous ressemblent.
peut servir à d'autres entrepreneurs à trouver justement dans leur parcours de l'inspiration. On a justement besoin, oui, en général, de plus d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs à la tête de très grandes entreprises. Oui. Et le palmarès fait justement un très beau recensement d'entrepreneurs à succès. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on a le plaisir d'être encore une fois associés à cette deuxième édition cette année. Bien, Catherine Sanson, on l'apprécie énormément. On a vu que dans le palmarès, il y a plus d'entreprises parce qu'on le sait, c'est quelque chose de volontaire. Les entrepreneurs ont besoin de s'inscrire. On a fait tout le recensement quand même. On a vu qu'il y avait des différences, qu'il y avait des entreprises qui avaient grandi. On a vu qu'il y a des entreprises aussi en région. On a brisé plusieurs mythes. Alors, et ça, c'est grâce à votre collaboration. Alors, merci beaucoup, Catherine Sanson. Au plaisir. Bienvenue. Mais si on peut justement relever des faits saillants, vous en avez noté quelques-uns. Il y avait justement là, un plus grand nombre d'entreprises cette année que l'année dernière. Oui. On est passé quand même de 75 à 110. Deuxième constat, on a une variété de secteurs d'activité dans lesquels nos entrepreneurs sont représentés. Donc, l'entrepreneuriat féminin, ça concerne le commerce de détail, les services professionnels, le secteur manufacturier, en fait, en grande partie cette année. Et troisième constat, vous l'avez nommé, Marie, nos entrepreneurs sont situés dans toutes les régions du Québec. 15 régions représentées cette année, c'est pas rien. On souhaite sans doute l'année prochaine que toutes les régions y soient représentées. Donc, c'est une invitation à vous, mesdames, encore une fois, de participer au palmarès, de remplir le questionnaire et de faire partie de ce mouvement, en fait, de collaboration. Et si vous permettez, Marie, j'aimerais revenir peut-être sur l'impact de la crise aussi, oui. Parce que c'est des questions qu'on a posées dans notre questionnaire cette année. La bonne nouvelle, c'est que pour la plupart d'entre elles, je dirais que pour 36% des entrepreneurs, la crise a eu plutôt des impacts positifs. Alors, vous le savez que dans une situation de crise, il y a parfois des menaces, parfois aussi des opportunités. Alors, on peut quand même se féliciter que pour le tiers d'entre elles, la crise a créé des opportunités. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est certain que pour certaines, ça a été plus difficile. 25% ont plutôt la crise a eu un impact négatif sur leurs activités. Mm-hmm. Et pour l'autre partie de nos entrepreneurs, il n'y a pas eu d'impact. Mais tout de même, je pense qu'on peut être, encore une fois, je vais ramener le vent d'optimisme que malgré les difficultés que certains ont pu rencontrer, notre tissu entrepreneurial, notre écosystème se porte plutôt bien. Bien, merci beaucoup, Catherine Sanson. On enchaîne maintenant avec une petite vignette de la part de l'initiative Femmes Banque Scotia. Maria Mangio-Cavallo va nous parler justement des initiatives qui sont mises de l'avant. Catherine y faisait référence. Il y a tout un écosystème pour venir soutenir l'entrepreneuriat au féminin, le développement économique au féminin. Alors, on l'écoute. L'initiative Femmes de Banque Scotia a pour mission de soutenir les entreprises détenues et dirigées par des femmes. La Banque Scotia s'est engagée à injecter 3 milliards de dollars dans des entreprises canadiennes dirigées par des femmes d'ici 2021. Et nous avons investi plus de 2 milliards depuis le lancement de l'initiative il y a 2 ans. La Banque Scotia élargit son action avec des gestes concrets sur le marché des capitaux. Nous avons investi dans Disruption Ventures, le premier fonds privé d'investissement capital de risque au Canada, fondé par des femmes et destiné aux femmes. Parce que le succès n'est pas seulement une affaire de chiffres, l'initiative Femmes Banque Scotia propose des programmes de mentorat et des formations qui font toute la différence. Bravo aux visionnaires qui sont derrière les 110 entreprises du palmarès. Vous faites tourner l'économie et vous inspirez les femmes à prendre leur place. Je sais que plusieurs d'entre vous sont connectés ce matin. Vous avez entre les mains le tout premier numéro du magazine Première en affaires. C'est important pour nous d'être présents à ce rendez-vous des affaires au féminin avec les autres partenaires. Effectivement, Maria, il y en a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont en marche et ça progresse. Alors, merci de votre contribution à l'écosystème du développement économique au féminin. L'an dernier, à peu près à pareille date, on était tous réunis
pour une journée du développement économique au féminin. Il y avait 4 ministres de représentés. On sentait qu'il y avait vraiment une cohésion à travers justement les différents organismes, à travers les femmes qui voulaient entreprendre, qui avaient le désir d'entreprendre, d'autres qui avaient déjà mis l'épaule à la roue, qui avaient donc entamé leur processus d'entrepreneuriat et de développement économique. Et tout à coup, évidemment, est arrivée la COVID. On l'a dit, c'est pas simple. On a parlé de la charge mentale. On va aussi parler de l'impact de la COVID sur l'emploi au féminin. Et donc, pour parler de cette relance qui va se conjuguer avec des ailes, on espère, on a avec nous Pierre Fitzgibbon, qui est ministre au développement économique et à l'innovation. Pierre Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, Mme Grégoire, ça va bien? Oui, merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous souvenez, pareil comme moi, justement, qu'on était ensemble en janvier 2020. Et les choses allaient bien à ce moment-là. Hein? On avait l'impression qu'on avait le vent dans les voiles, qu'on allait finalement, éventuellement, combler les lacunes qu'on avait en matière, entre autres, d'entrepreneuriat au féminin. On voyait, Catherine y faisait référence, les indices étaient à la bonne place. Et là, tout à coup, ça a été freiné avec la COVID. Je le disais d'entrée de jeu, 68 hein, selon une étude qui a été faite, 68 des emplois perdus étaient occupés par des femmes. Alors, comment vous voyez cette relance si on la conjugue au féminin? Écoutez, premièrement, vous avez raison. On dirait que des générations ont passé depuis l'année dernière. Je peux vous confirmer que les ministres qui étaient avec moi sont aussi commises que je le suis de donner un élan et de permettre aux femmes entrepreneurs et dirigeantes d'entreprises de pouvoir performer. Bon, c'est sûr qu'on a passé un bout de temps de notre l'année 2020 à colmater les brèches, si je peux dire, pour s'assurer que l'écosystème était pour demeurer. Bon, on a réussi en partie. On a quand même ramené au travail la plupart des employés. On a 120 000 personnes qui sont encore sans emploi dans des domaines névralgiques, comme évidemment la restauration et l'hébergement. Bon, les femmes, évidemment, le taux de chômage a augmenté. Et heureusement, un petit peu moins que les hommes, mais c'est pas suffisant comme situation. Dans la relance économique, on a plusieurs chantiers. Puis un des chantiers importants, c'est la reprise d'entreprises. On parle souvent d'à peu près 30 000 à 35 000 entreprises québécoises qui vont changer de main. Les fondateurs vont voir passer à d'autres générations ou à la direction. Et moi, je vois l'entrepreneuriat féminin comme étant une source de reprenariat. C'est important. Donc, on s'était parlé l'année passée. Oui, on s'était parlé l'année passée, puis moi, je travaille beaucoup avec les organismes qui existent, Femmes en affaires, évidemment, Femmes et Sœurs. Le CETEC, sur le transfert aussi, qui n'est pas que féminin, mais qui peut accompagner aussi. Et moi, je crois que le CETEC doit favoriser les femmes entrepreneurs parce qu'il y a trop de sociétés qui vont changer de main. Et je pense qu'on a un bassin important de ressources qu'il faut bien utiliser. Alors, la question, évidemment, c'est comment on fait ça? Je pense que Femmes et Sœurs, j'ai passé beaucoup de temps avec Séverine pour voir la deuxième mouture de Femmes et Sœurs qu'on va annoncer prochainement. J'aurais aimé l'annoncer avant. On a eu un peu de retard, mais on n'a pas laissé tomber cette initiative-là. Puis toute la diversité aussi, elle est très largement définie. Alors, je pense que ça, c'est important. L'autre chose qu'il va falloir faire, c'est, le financement, c'est une chose, mais c'est tout le maillage. Puis j'ai une statistique qui m'a très désolé, que j'ai vu tantôt, là, avant l'émission. On parle que 40 des entrepreneurs au féminin ont besoin de financement. Oui. Et d'autre part, une statistique, il y a seulement 20 qui veulent profiter des programmes qui existent au fédéral, au provincial. Et ça me désole. Puis je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Il faut analyser ça. Parce que c'est pas un manque d'audace, c'est pas ça, mais c'est inacceptable qu'une femme en affaires, entrepreneur, n'ait pas le même engouement d'aller chercher le support des gouvernements, peu importe lequel. Alors, il faut corriger ça. Donc, il y a une question de maillage, question de mentorat qu'il faut évaluer. Donc, c'est pas juste de l'argent. Puis, d'autre part, Mme Sanson le disait tantôt, moi, ce qui me désole aussi, j'étais au conseil d'administration d'une grande firme d'ingénierie au Québec, je ne le nommerai pas, et je suis désolé de voir qu'il y avait peut-être 15 à 20 seulement des ingénieurs qui étaient des femmes. Oui. Alors moi, je pense que si on veut monter dans l'entreprise, il faut promouvoir peut-être le côté mathématique, le côté cartésien des choses. Je regarde l'intelligence artificielle, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui œuvrent dans ce segment-là. Donc, il y a des brèches qu'il faut colmater. Puis, évidemment, on va travailler avec les gens du milieu comme vous pour essayer de trouver
ces solutions-là. Bien, c'est intéressant parce que, donc, vous parlez des femmes et des sciences, mais il y a peut-être quelque chose, en tout cas au niveau du financement, il y a peut-être des éléments à regarder au niveau de la gestion du risque. Est-ce qu'il y a une façon différenciée de voir le risque et d'emprunter et de peut-être, justement, on va parler tantôt avec la dirigeante de Cookit qui a fait une acquisition. Ça demande un certain profil et, justement, on le voit, la reprise est en cas. En tout cas, quand je regarde les choses, la reprise est en cas. Il y a des entreprises, puis on le voit très bien dans le palmarès, qui ont eu une croissance fulgurante avec la COVID parce que, justement, le secteur d'activité dans lequel ils étaient était demandé au moment et répondait à des besoins avec la crise. Mais il y a des entreprises qui ont aussi beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il y a une façon particulière qu'on aura d'accompagner ces entreprises-là. Dans des secteurs, par exemple, on pense à l'aéronautique, il y a des femmes en aéronautique qui œuvrent, et des secteurs donc qui sont plus complexes à relancer. Je pense que vous amenez un bon point. Je pense que un des éléments peut-être, c'est que l'évaluation du risque. Moi, j'étais dans une institution financière, puis c'est sûr que les hommes, peut-être par tradition, ils prennent plus de risques, sont prêts à vivre avec un niveau d'endettement plus élevé que peut-être une femme entrepreneur va avoir. Ça, c'est pas correct. Il faut changer ça. Alors, je pense que c'est une question d'expliquer que le risque peut être calculé. Et d'ailleurs, on le voit, parce que présentement, moi, je suis très satisfait de voir qu'au Québec, malgré l'apocalypse que beaucoup de gens anticipaient, il n'y a pas eu d'apocalypse à un point où les faillites au Québec sont moins élevées qu'elles étaient en 2019, par exemple. Ceci étant dit, le niveau d'endettement des entreprises, lui, est plus élevé. Donc, endettement plus élevé, risque plus grand. Alors, peut-être qu'il va falloir faire un travail sur ça pour expliquer que M. Parizeau disait ça à l'époque quand il était ministre de l'Économie ou des Finances. La bonne dette, c'est bon pour une société ou c'est bon pour une entreprise. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Et de s'endetter n'est pas seulement mauvais pour survivre. Mais je pense qu'il y a une notion ici là, de prise de risque. Peut-être qu'il va falloir faire du travail pour bien l'expliquer et mettre le contexte pour nos femmes entrepreneurs. Je pense qu'on a du travail à faire de ce côté-là. Il y a une de nos participantes aujourd'hui, Vicky Boudreau, qui nous demande, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, peut-être revoir les critères ou les façons d'administrer les programmes pour répondre à certaines des préoccupations des femmes en affaires? Ben, oui, ça revient peut-être à la même chose. Peut-être qu'on doit faire, c'est qu'on doit expliquer que s'il y a trop d'endettement, ben, à un moment donné, on va pouvoir convertir cette dette-là. Présentement, c'est ce qu'on fait avec le programme que nous avons, qu'on appelle le POPME pour les PME ou le PAC pour les grandes entreprises. On dit aux gens, on va prêter de l'argent. On verra après comment est-ce qu'on va réaligner le capital si jamais il y a une structure déficiente. Donc, sur votre point ou le point de votre personne qui pose la question, peut-être qu'il faut effectivement avoir dans nos programmes de prêts, dans le cas des prêts, d'avoir des adoucissements ou d'avoir des mécanismes où on peut ajuster pour pas que les gens soient trop anxieux de devoir remettre de l'argent. D'autre part, il faut faire attention, je ne veux pas que le gouvernement, via les programmes, qu'on devienne actionnaire. Mais moi, je veux faut laisser le pouvoir décisionnel aux entrepreneurs. Donc, il faut trouver une façon d'être dans la chaîne des capitaux et la plus efficace possible pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir évoluer. On en a parlé, on parle, tu sais, le palmarès est là pour ça aussi, donc d'avoir des modèles inspirants, d'être en mesure de voir des femmes avec le mentorat aussi, d'être en mesure d'avoir des hommes et des femmes, hein, parce qu'on parle de diversité. Il y a des hommes qui peuvent être des modèles, on va le voir tantôt, qui peuvent être des modèles, qui peuvent encourager. M. Bouchard l'a été dans le cas de Cookit. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a, parce qu'on l'a vu, là, on le disait dans une des données, 4,4 % des entreprises canadiennes cotées au TSX sont dirigées par des femmes. Ce n'est pas suffisant. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une façon d'avoir des échelles pour aider les femmes à accéder à des postes de pouvoir et devenir des modèles? Je pense qu'il y a deux façons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs qui finissent à un moment donné dans les entreprises. Je l'ai fait moi-même. Alors, je pense que plus on va avoir de femmes entrepreneurs, on parle de pourcentage intéressant, on est à peu près 35-40 %, je pense, mais là, il faudrait aller au moins 50 %, ça sera parité. Oui. Alors, je pense qu'on va avoir un bassin plus grand de gens qui vont faire le transfert. D'autre part, il faut effectivement que à l'embauche, dans certaines entreprises, il y a des entreprises où on est déficient. L'ingénierie, pour moi, ça m'a très désolé de voir ça. Alors, si on commence à attirer nos jeunes femmes à l'école, je pense qu'il faut aussi, il y a un travail à faire d'adéquation entre l'enseignement supérieur et
les besoins de l'entreprise. Puis moi, je mets beaucoup d'emphase sur ça. Mme McCann, qui est maintenant la ministre en titre, on travaille fortement, elle et moi, parce qu'on se dit, il faut aller voir nos jeunes, nos secondaires. Il faut expliquer aux jeunes au secondaire qu'est-ce qui va se passer plus tard. Parce que des firmes comme, je pense que c'est McKinsey qui avait dit ça récemment, que 50% des emplois que nos jeunes au primaire, présentement, vont avoir, n'existent pas. Oui. Quand on pense à ça, c'est assez troublant. Donc, Oui, comment est-ce qu'on va faire pour que nos jeunes se retrouvent? Alors, il faut que les entreprises aillent voir nos jeunes au secondaire, leur expliquer c'est quoi les sciences, l'intelligence artificielle, c'est quoi l'aéronautique, pour les intéresser, pour les jeunes femmes, les jeunes filles particulièrement. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire à ce côté-là, puis Mme McCann est d'accord avec moi qu'on travaille sur ça. Donc, il y a plusieurs sources. L'embauche dans les secteurs stratégiques pour le Québec, formation d'entrepreneurs au féminin, avec toute l'évaluation de la prise de risque, les supports des programmes comme Femmes et Sœurs, l'FAA, il y a plusieurs réseaux de maillage qui sont intéressants. Moi, je pense que le maillage, le mentorat est très important. Et pour les jeunes femmes en affaires, d'avoir des Sophie Brochu, des Isabelle Marcoux qui sont là pour les aider, c'est magique. Là. Même si c'est différentes personnes pour différents postes. On voit ça beaucoup chez les hommes. On le voyait dans les entreprises. Alors, il faut que ça transcende dans tout l'écosystème, dans tous nos bassins d'entrepreneurs, femmes ou hommes. Bien, effectivement, puis comme Christiane Pelchol dit, il faudra peut-être éventuellement avoir des comités de prêt qui sont paritaires. Hein? Peut-être que ça pourrait aider à aller chercher les différentes sensibilités. Sachez une chose, c'est que je pense que beaucoup de femmes sont prêtes à faire partie de la relance et à contribuer à cette relance-là. Vous avez parlé de l'écosystème. Il y a différentes initiatives et je pense que chacune a le goût de mettre l'épaule à la roue, puis c'est en étant justement diversifié. Puis peut-être en apprenant à apprendre, hein, comme pour se donner de la flexibilité dans la vie et être capable de s'adapter aux différents défis qu'on pourra y arriver. Pierre Fitzgibbon, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette vision que vous avez pour l'après qui, on espère, va arriver plus tôt que tard. Merci beaucoup, Mme Grégoire, et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne maintenant avec une autre capsule de partenaires qui ont des choses à nous dire justement sur comment on peut travailler ensemble pour s'assurer de faire cette relance-là avec plus de « elle » à la fin. Depuis quelques années, la société évolue et les femmes continuent à prendre la place qui leur revient. Par contre, avec la pandémie, certains prédisent que l'inéquité salariale risque de s'accroître à nouveau, étant donné les pertes d'emplois qui sont souvent d'ordre féminin. Il faut donc rester très vigilant et continuer à réclamer un accès égal et équitable aux possibilités de croissance économique et professionnelle des femmes. D'ailleurs, une étude menée par le cabinet Hustler démontre que moins de 4% des entreprises du TSX sont dirigées par des femmes. Il reste un long chemin à parcourir pour atteindre l'équilibre. Je suis doyenne à l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et je suis la toute première femme à occuper ce poste. Nous ne sommes que 18% au Canada, dans un milieu extrêmement masculin. À John Molson, nous sommes aussi la toute première école de gestion au Canada à avoir obtenu la certification de parité de la gouvernance au féminin. Nous formons la relève de demain en leur inculquant des valeurs d'inclusion et d'équité, et nous célébrons la richesse qu'apporte la diversité. Nous avons à cœur de prendre part aux changements nécessaires pour contribuer au développement économique au féminin. Grâce à des alliances comme celles que nous entretenons avec Premières en affaires, nous continuons à bâtir un écosystème fort pour les femmes. Bravo aux 110 entreprises au féminin qui se hissent au palmarès cette année. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli et continuerez de faire pour votre entreprise, vos employés et notre société. Vous avez toute mon admiration. Indicef est une initiative d'InnoCentre exclusivement dédiée aux femmes entrepreneurs en phase de croissance. Notre objectif est d'offrir des conseils d'affaires alliant expérience et expertise visant la performance des femmes d'affaires dirigeantes ou propriétaires de PME. Notre équipe est composée d'anciens chefs d'entreprise et de personnalités du monde des affaires qui ont une expérience concrète de la croissance. Avec une approche individualisée, 1 à 1, nous répondons aux besoins spécifiques de l'entrepreneur, à ses défis propres et surtout aux moyens de les relever pour permettre de passer à la prochaine étape, d'aller encore plus loin.
Plus que jamais, nos PME ont besoin d'accompagnement et de conseils d'affaires spécialisés pour déployer leur plein potentiel. Nous sommes heureux de contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires de nos clientes et de leur permettre de viser de nouveaux sommets. Plusieurs de nos entreprises sont d'ailleurs connectées ce matin pour le lancement du 2e palmarès des entreprises au féminin. Vous avez atteint de nouveaux sommets cette année dans un contexte particulièrement difficile. Bravo et bon visionnement. C'est vraiment extraordinaire de voir justement à quel point les gens ont réfléchi sur comment soutenir le développement économique au féminin. On l'a vu avec Concordia, avec l'école John Monson, on le voit avec Innocente. Tout le monde additionne ses forces et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. On fait tomber les silos, on travaille ensemble. On travaille aussi avec des hommes et des femmes, avec des gens de différentes origines pour être capable de rendre ça encore, je pense, plus performant. Parce que si on vient tous de la même place et qu'on a étudié tout au même endroit, bien, on risque de prendre à peu près toutes les mêmes décisions. C'est ce qui arrivait avant dans les conseils d'administration où c'était tous des gars de 60 ans avec des chemises blanches achetées probablement tous au même magasin qui prenaient des décisions. Aujourd'hui, on s'enrichit de tout ça et on s'enrichit de l'expérience des autres. Et c'est ce qu'on veut faire en allant à la rencontre de 2 entrepreneurs. On va commencer avec une, mais de 2 entrepreneurs qui figurent dans le palmarès de Première en affaires. Et on y va tout de suite avec Judith Fetzer, qui est à la tête de Cookit. Judith, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va super bien. Ça va vite, mais ça va lentement aussi. Fait que. Puis bien excitée d'être ici aujourd'hui. J'ai comme... voir du monde, hein? Bien, voir du monde. Je t'écoute, je vous écoute tout le monde depuis ce matin. Ça me donne comme le moton, les frissons, les gros frissons. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau aussi qu'on prenne un moment comme pour faire une petite pause, pour célébrer ça, pour se donner des tapes dans le dos, puis qu'on se dit comme... Go les filles! Oui. Girl power! Tellement! Mais c'est tellement ça. Puis oui, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien de voir du monde. Ça fait du bien de célébrer les victoires parce que en cette année qui a été, mon Dieu, tellement rocambolesque pour Cookit, là, racontez-nous un peu, depuis mars, là, les choses se sont accélérées. Déjà, ça allait bien, mais depuis mars, évidemment, on est tous confinés chez nous. On a besoin, on n'était pas tous des cooks idéales, alors on avait besoin d'aide et Cookit est arrivé à la rescousse. Ben oui, définitivement. Mais nous, notre année 2020, elle a commencé quand même assez fort parce que, justement, on venait de compléter l'acquisition de Miss Fresh qu'on avait acheté à Métro. Le temps de faire l'intégration, le plan de 100 jours, ça a commencé le 1er janvier. Ça nous a amené comme à peu près au 10 mars. 13 mars, 10-13 mars, là, je me souviens plus c'est quoi la date officielle au Québec, là, mais la pandémie explose. 10 mars, c'était le budget. 13 mars, on était pas mal sonné, puis 23 mars, tout était pas mal terminé. Oui, c'est ça. Donc, tout s'est passé extrêmement vite. T'sais, nous, ça fait 7 ans qu'on fait du e-commerce, qu'on livre de la bouffe directement chez les gens. Donc, nous, on était prêts. Là, ce virage-là, ce changement chez les consommateurs qui s'accélérait beaucoup plus rapidement dans certains pays, mais qui, au Québec, traînait quand même un peu de la patte. Fait que nous, on était prêts. Là. On avait les infrastructures, on avait une belle grande usine. Comme je dis, on venait de déménager. Fait que ça a fait comme un changement sur la main-d'œuvre aussi, là, qui est une autre paire de manches. Mais on était prêts pour répondre à la demande des consommateurs. Donc, quand les gens se sont ramassés encabanés dans leur maison, avec la grosse anxiété de ne pas sortir dehors, là, oui, c'était ça. 9 mois, 10 mois, 11 mois plus tard, là, on s'est quand même un peu calmé sur ça, je pense. Mais moi, j'allais à l'épicerie, là, j'étais comme terrorisée. Là, est-ce qu'on va s'en sortir vivant? C'était quasiment ça. Donc, nous, les gens se sont tournés massivement vers les services en ligne comme ça. Et nous, on était prêts. Puis, c'est ça. Bien, c'est intéressant parce qu'effectivement, Judith, vous faites référence au fait qu'on s'est adapté. En fait, nous, on est ici aujourd'hui, on ne pensait jamais être retrouvés des humains. On le fait évidemment en respectant toutes les normes, à 2 mètres, avec des masques, on se nettoie et tout ça. Mais dans une entreprise, s'adapter à ce virage-là, fallait, j'imagine, être capable de manier à la fois le télétravail pour l'équipe, mais aussi avoir du monde sur place parce qu'il faut les mettre ensemble. Et c'est beaucoup de manutention, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est ça. Mais en fait, 80% de la main-d'œuvre chez Cookit, ce sont des gens qui travaillent à l'espace de production, qui vont fabriquer les boîtes concrètement. Un kit à cuisiner, c'est en moyenne 42 ingrédients préportionnés. Donc, il y a beaucoup de travail manuel à faire. On commence à avoir de plus en plus de machines, mais on a encore très peu de machines. Donc, c'est beaucoup du travail artisanal. Donc, ça, justement, là, quand on triple Cookit en l'espace de 6 semaines, qui était déjà une grosse entreprise à l'époque, Triplé en l'espace de 6 semaines. Oui, voilà. Et c'est un défi vraiment là, incommensurable. Là. Ça veut dire qu'il faut trouver le monde. Oui. Quand le monde ne veut pas sortir nécessairement. Oui, c'est ça. Il faut avoir l'équipement, vous en avez parlé. Il faut aussi avoir les ressources matérielles. Il faut avoir tout, finalement, fois 3. Bien, exact. Tu sais, moi, heureusement, dans ce contexte-là, c'est là où je suis le plus heureuse, le plus poisson dans l'eau. Tu sais, un gros changement, là, quelque chose qui nécessite beaucoup d'agilité, tu sais, ça me fait vraiment tomber sur mon X parce que je rentre comme en mode de guerre, là, tu sais. Puis, tu sais, fait que de recruter, dans l'espace de 2-3 semaines, on a dû recruter 600-700 personnes, on a dû les former. Ça a été vraiment un travail, là, tu sais. En fait, on n'avait pas l'équipe de ressources humaines nécessaire pour engager autant de gens. Donc, très rapidement, on s'est tourné avec nos connaissances de e-commerce où on a fait des appels sur les médias sociaux. Là, les gens de l'événementiel marketing étaient plus disponibles. Donc, on leur a donné des scripts, des adresses courriels. Donc là, on envoyait massivement des emails. Eux, ils faisaient des entrevues à la tonne. C'était vraiment des connaissances de e-com qu'on a transposées dans le monde des ressources humaines puis après ça, de former autant de gens. Là, c'était rendu que les anciens qui avaient comme 2 semaines d'expérience formaient les nouveaux. Oui, c'est là, ça. comme... Mais là, Judith, parce qu'il faut le rappeler, là, vous n'êtes pas tombée dans le bain de l'entrepreneuriat quand vous étiez petite. C'est arrivé comme ça un jour, vous avez décidé, vous avez eu cette idée-là. Oui. Mais auparavant, vous n'étiez pas dans le secteur de l'entrepreneuriat. Comment ça nous vient, cette idée-là? Moi, je trouve que c'est important. On a vu que vous avez, de toute évidence, beaucoup de capacité à vous adapter, à vous adapter au changement. Qu'est-ce qui vous a préparé à ça? J'ai comme un CV de comme 17 pages là, de job de 3 mois, 4 mois, puis je me tenais comme rapidement, une fois que j'avais compris quelque chose, assimilé quelque chose, j'étais comme prête à passer à quelque chose d'autre. Mais j'ai été beaucoup dans le service, j'ai fait 10 ans d'hôtellerie en restauration. Ça prépare quand même. Bien, ça prépare à vraiment, quand tu es en hôtellerie, en restauration, le client, il est en face de toi. Là. Il est directement en face de toi, donc il faut gérer ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a un si gros penchant chez Cookit aujourd'hui pour l'expérience client. Parce que ça fait partie de votre ADN à vous, oui, l'expérience client. Vous étiez au service à la clientèle avant de partir votre entreprise. Vous étiez dans un secteur de service à la clientèle. Puis vous me disiez, bien, j'étais comme pas passionnée. Mais là, vous avez trouvé, vous êtes sur votre X, là. Ah oui, vraiment. Moi, j'aime ça quand apprendre des nouvelles choses, changer de la routine, là, très, très peu pour moi. L'entrepreneuriat, c'est pas de routine. Bien, justement. Fait que la routine, c'est pas de routine. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est... avant, là, j'ai travaillé dans la restauration. Puis après ça, je me suis dit... Ça me prend vraiment un job, plus stable. Ma mère voulait que j'aille quelque chose syndiqué, que je passe ma vie là. Puis, tu sais, c'est ta mère, fait que tu veux quand même l'écouter. Oui, tout à fait. Tu dis qu'elle a raison. Puis, fait que, tu sais, je suis allée travailler chez Gaz Métro, dans le temps que ça s'appelait Gaz Métro. Puis, je coupais du gaz. Tu sais, j'étais à la gestion des comptes à recevoir. Fait que j'avais comme une job qui était un peu inconfortable. C'était de couper le gaz aux gens qui ne payaient pas leur compte. Et ça me rendait très, très dépressive comme travail. Bien, je comprends. C'est difficile émotivement. Oui, très. Vous avez eu quand même, pendant la crise, à gérer cette croissance-là. Oui. Et les clients, tu sais, j'imagine que avec les gens qu'on devait former rapidement et tout ça, il y a dû avoir quand même des petits accros. Là. Ça ne devait pas être parfait toujours, même si on vive la perfection. Quand on grandit, parfois, on s'enfarge un peu. Comment vous avez géré... il y a dû y avoir des insatisfactions clients, il y a dû y avoir des insatisfactions d'employés. Comment on gère ça quand on a le background que vous avez? Nous, on a une approche très
empathique, très tourné vers le client, comme je disais. Donc, on va passer beaucoup de temps au téléphone avec les clients. On va leur écrire des beaux longs courriels. On va leur jaser sur les médias sociaux. Donc, on est ultra proche de nos clients. C'est une communauté. Hein? C'est vraiment une communauté. C'est pas un cliché de dire que c'est ça pour vous. Non, c'est ça. Puis j'envoie comme des courriels à nos clients à peu près une fois tous les 6 mois. Donc, tous les clients de chez Cookit ont pas mal mon adresse courriel personnelle parce que je les envoie de mon adresse personnelle. Puis dans ce temps-là, là, quand j'en envoie là, pendant 3 jours, je claire mon agenda parce que je sais que tout ce que je fais, c'est de la rédac de courriel. Mais ça me permet d'avoir comme le meilleur feedback ever. Oui, pas besoin d'aller en sondage non, ou d'aller c'est en ça, là, focus tu leur group. parles, les gens, ils veulent s'investir, là, tu sais. Puis... donc, tu sais, puis les gens ont été, tu sais, avaient comme l'impression vraiment qu'on leur sauvait la vie. Donc, les gens étaient tellement empathiques. On recevait là, des témoignages sur au service à la clientèle parce que oui, justement, là, tu sais, on fait pas d'omelette sans casser deux, là. Tu sais, puis nous, on vise pas la perfection chez Cookit, là, on le sait que c'est comme un peu utopique de viser ça. On vise le mieux possible, là, mais tu sais, on se met pas la pression de viser la perfection. Fait que, tu sais, en moyenne, on a un taux d'erreur d'environ 2 %. Ça va inclure la logistique, tu sais, on livre du périssable, 42 ingrédients en moyenne, comme je l'ai dit, aux 4 coins du Québec, de l'Ontario, des Maritimes, dans une industrie qui est quand même, tu sais, pas très innovante à la base non plus. Tu sais, jusqu'à il y a 2 ans, j'envoyais plein de commandes par fax encore, là, tu sais. Oh my God! Oui, non, c'est ça. Donc, tu sais... Diriez-vous que vous tirez votre industrie vers le haut? Puis d'ailleurs, Judith, là, je veux juste rappeler, on ne se l'est pas dit, j'ai déjà pris des questions de votre part parce qu'on veut que ce soit le plus interactif possible. Alors, si vous avez, vous aussi, des questions pour Judith, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez ça à partir de la plateforme et moi, je suis votre relais. Vous l'avez vu avec le ministre, j'ai fait la même chose quand Vicky et Christiane ont posé des questions. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions et on va les introduire dans notre conversation. Alors, Absolument. on disait donc, vous tirez votre industrie vers le haut, vous en demandez à vos fournisseurs. Oui, définitivement. C'est une adaptation. Tu sais, moi, quand j'ai lancé Cookit, là, il y a 7 ans, il y a des entreprises en e-com qui faisaient de la bouffe, il y en avait pas beaucoup. Tu sais, il y avait IGA qui s'était lancé ultra rapidement. Moi, je me souviens, j'étais sur les bancs de l'université, puis on me disait, tu sais, un gros géant s'est lancé, tu sais, ça marche pas full pour eux, c'est dangereux, pourquoi tu voudrais te lancer là-dedans? Mais tu sais, moi, quand j'expliquais à ma famille puis à mes amis que j'allais livrer du poisson dans une boîte à Trois-Rivières par la poste, tout le monde pensait que j'étais une craquée mentale parce que ça n'existait pas. Tu sais, mes compétiteurs n'existaient pas. On était la première entreprise à lancer. Tu sais, tout ce qui était de ça, c'est quelque chose, c'est important parce que vous dites, on était les premiers à lancer. Il y a d'autres au Canada. Hein? Il y a d'autres marques qui ont peut-être plus de notoriété aujourd'hui. On a l'impression que ce sont eux les pionniers, mais c'est vraiment votre entreprise qui a ouvert la voie. Oui. Bien, tu sais, moi, j'avais pas d'expérience en capital de risque. On en a parlé un peu la dernière fois. J'avais pas d'expérience et c'était un milieu qui me faisait extrêmement peur. Bien, le ministre y faisait référence tantôt. C'est important. On peut peut-être clarifier ça. Pourquoi? Justement, le capital de risque vous faisait aussi peur? Parce qu'on le voit, là, vous n'étiez pas seul, là. Non, mais tu sais, justement, la première année de Cookit, on était pas mal là. Puis après ça, bon, là, on sait tous très bien de quel compétiteur on parle, là, fait que je vais le nommer. Good Food a lancé à peu près 1 an plus tard, puis ça, c'était 2 gars qui étaient en capital de risque. Donc, eux, il y avait ce bagage-là. Tandis que moi, j'arrivais d'un... Tu sais, on a attaqué le même marché, mais d'un angle complètement différent. Bon, il y en a un qui a été un petit peu plus accéléré. Le cash, tu sais... Oui, c'est ça, c'est nécessaire. King, là, en business, là. Donc, ça a permis, justement, cette accélération de notoriété-là. Nous, on a fait le pari de l'autre côté d'aller chercher un petit peu moins de capital de risque. À un moment donné, je me suis déjeunée. Tu sais, j'ai commencé à faire mes premiers pitchs. Tu sais, j'ai fait les Femmes Essor, les Fondations Montréal Inc. Tu sais, j'y allais plus sur une approche de concours, tu sais, mais c'était comme des petites bourses de 5, 10, 15. Puis c'est ça qui nous a aidés à comme, faire grandir Cookit quand même. Mais, mettons, ces pitchs-là, là, d'aller pitcher que Cookit, je voulais aller chercher 2 millions en capital de risque, c'était comme, tu sais, je me sentais imposteur, je me sentais, tu sais, je sentais pas que j'avais la crédibilité nécessaire pour le faire. Puis est-ce que le mentorat vous a aidé à aller chercher cette confiance-là? Parce qu'on l'a dit tantôt dans l'échange avec M. Fitzgibbon, vous avez été mentoré par M. Bouchard de Couche-Tard. Vous avez fait une acquisition, vous dites ça vous a inspiré parce qu'effectivement, c'est son modèle de croissance d'entreprise. Est-ce que d'avoir des gens autour de vous qui vous ont mentoré, qui vous ont dit que c'était possible, ça vous a enlevé ce syndrome de l'imposteur-là? Bien, beaucoup.
Mais mettons, le premier acteur de changement dans ce domaine-là, c'est définitivement mon copain, qui est aussi mon partenaire en affaires, tu sais, mettons, moi puis Pat, là, on s'est rencontrés sur Tinder, puis à la deuxième date de Tinder... Vous êtes finalement du monde branché. Ah oui, vraiment. Hein? On vend de la bouffe sur le web, on se rencontre sur le web, ligne, pas de problème. let's go. Puis, à la deuxième date Tinder qu'on a eue, je lui ai pitché le plan d'affaires que j'avais pour Cookit, que ça faisait comme 9 mois qu'il était sur une tablette, mais que j'osais pas parce que j'avais eu trop peur de le lancer concrètement, mais je savais que c'était la meilleure idée au monde. Puis Pat, à ce moment-là, qui me connaissait pas du tout, mais qui était comme... tu sais, qui est un actuaire super rationnel, tu sais, qui travaillait en investissement, lui a fait comme « OK, mais c'est bon, j'embarque. » C'est comme, tu sais, lui, c'était un papa monoparental qui ne savait pas tant cuisiner. Donc, pour lui, il voyait vraiment la valeur ajoutée de ce produit-là. Il a vu l'opportunité tout de suite, puis il m'a dit « OK, ben go, on lance. » Tu sais, c'était la deuxième date qu'on avait. Puis moi, d'avoir ce souffle-là de quelqu'un qui croyait en moi, parce que mes amis, ma famille, malheureusement, ne croyaient pas du tout en moi. Puis je les comprends un peu parce que, tu sais, Judith, là, jusqu'à temps que je lance Cookit, là, c'était échec en échec. Là. Tu sais, quand je dis échec ou apprentissage de soi? Ah, oui, on peut. Non, mais c'est parce que oui. on peut, un échec, ça nous éteint. Oui. Et un apprentissage, ça Ben, nous relance. Si éteint. vous aviez été échec en échec, vous n'auriez pas eu peut-être le projet d'entreprise. Vous seriez dit, finalement, je suis bonne à rien, puis je reste chez nous, puis je me cache en dessous de mon lit. Je pense que j'étais pas mal à l'époque. Ah, OK. En dessous de votre lit. Je suis pas bonne à grand-chose. Pat vous a sorti du dessous de votre lit. Oui. Puis, tu sais, moi, je voulais faire plein d'affaires, mais d'un autre côté, tu sais, quand je regardais, comme quand je me retournais derrière, puis je regardais mes affaires, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, je pousse pas vraiment mes projets jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y avait comme cet abandon-là qui arrivait un petit peu trop souvent dans mon parcours, tu sais. Et donc, lui vous a donné cette confiance-là. Lui, il a cru en moi. C'est incroyable. C'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça. Mais il faut dire que les entrepreneurs ont plus souvent des refus que des acceptations. Ouais. Ça fait partie un peu de l'ADN de l'entrepreneur de se faire dire non puis de rebondir, mais ça prend une fois de temps en temps de l'écho positif et c'est ce qu'il vous a donné. Ouais. Puis là, vous êtes encore ensemble après toutes ces années. Ouais. Moi, je trouve ça exceptionnel. Un petit garçon Travailler, un petit garçon plus tard en plus. Fait que vous avez 2 bébés, une compagnie et un petit garçon. Comment c'est de travailler avec son conjoint? Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui se le demandent. C'est pas toujours évident. Non. On a l'impression que c'est 24 heures sur 24, tout le temps. Ça peut être lourd? Oui, ça peut être lourd. Oui. Puis en crise, dans une gestion de crise de croissance que vous avez connue, ça peut être aussi difficile? Ah, ben oui, mais tu sais... Pat a fondé Cookit avec moi, puis après ça, lui, il est retourné sur le marché du travail parce que justement, lui, il avait déjà 2 enfants. Je venais de tomber enceinte d'Antoine, donc là, on avait 3 enfants à faire vivre dans un appartement à Montréal. Le coût d'opportunité de partir de l'actuariat à, tu sais, j'ai passé quand même 3-4 ans sans salaire dans Cookit, là. Fait que, tu sais, ça, on n'en parle pas souvent, des espèces de compromis qu'on doit faire pour se lancer. On ne devient pas Cookit du jour au lendemain. Non. Là. Ben, toutes les femmes qui sont à l'écoute le savent, le comprennent absolument. Je peux pas prêcher à une meilleure paroisse. Donc, tu sais, puis il est parti, puis pendant ce temps-là, ça a été des fois une relation amour-haine quand on parlait de Cookit, parce que justement, lui, ses craintes de genre, tu sais, foncer puis d'aller chercher 10 millions, puis lui, il avait de la misère à comprendre comment moi, je pouvais les avoir. Fait que ça devenait des conversations qui étaient ultra challengeantes. Pat est revenu dans l'entreprise à temps plein pour l'acquisition de Miss Fresh, pour m'accompagner dans ça, parce qu'on était rendu assez gros, parce qu'on pouvait se permettre de faire des salaires maintenant. Donc, on avait comme la certitude qu'on pouvait... Puis, tu sais, ça a rechangé la gang de Cookit. Tu sais, Cookit, on est une gang de jeunes. Tu sais, je suis rendue à 37 ans, mais tu sais, on est une gang de jeunes qui a comme 2, 3, 4, 5 ans d'expérience professionnelle. Avec beaucoup de petits autour. Oui, c'est ça. Puis Pat, lui, a comme 15 ans d'expérience dans le monde des affaires, donc ça apporte une certaine maturité. Mais tu sais, je dis tout le temps que le plus gros avantage de travailler avec son chum, c'est de pouvoir parler de la business dans la douche, mais c'est aussi le plus gros inconvénient, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça, tu sais. Puis une des affaires, c'est que moi et Pat, on est très, très différents. On voit les choses in the end de la même façon, mais le chemin pour y arriver est complètement différent. Ce qui fait en sorte que on a une folle complémentarité, là, vraiment. Oui. C'est ça, c'est la diversité dont on parlait tantôt, de la prise de décision. Donc, une prise de décision féminin au masculin avec 2 personnalités différentes, 2 backgrounds différents. Ça fait les choses différentes. Il y a Madame Gratton, Isabelle, si je me souviens bien de son nom, oui, c'est ça, Isabelle, qui dit, quand on passe à travers
parce qu'on a beaucoup parlé du processus d'affaires, mais quand on passe à travers une croissance comme vous avez connu cette année, comment on gère son stress et son anxiété? Puisqu'on parle de la façon masculine de faire les choses et féminine avec nos backgrounds différents. Est-ce que, Judith, vous avez une façon particulière de prendre un moment? Parce que si on en parle dans la douche, ça veut dire qu'on y pense tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a une façon de gérer ça, de trouver un équilibre dans sa vie? Bien, pour moi, j'ai toujours été une fière ambassadrice de l'équilibre. Je trouve que l'entrepreneuriat est vraiment glorifié, l'entrepreneuriat, surtout qu'on voit, puis je suis bien correcte comme ça m'amène plein d'opportunités, mais il est glorifié, tu sais, c'est glorifié d'être workaholic, puis, tu sais, de travailler tout le temps, puis j'ai vu des gens sur les médias sociaux, là, cette année, dire que, OK, là, je me donne le défi de ne pas aller pendant 3 jours au travail. Puis je suis comme, mais mon Dieu, mais je comprends pas qu'est-ce que vous essayez de faire. Je trouve que pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas encore en entrepreneuriat, et tu sais, qui voudrait lâcher quand même un certain confort pour aller travailler 24 heures sur 24, grinder 24/7, pas avoir d'équilibre, plus avoir d'amis, pas pouvoir voir sa famille, pas pouvoir rentrer sur l'heure du souper. Donc, moi, je me suis toujours fait un devoir. C'est sûr et certain que ça a eu des impacts sur la croissance de Cookit, que ça a été peut-être plus ralenti à un certain moment. Bien là, à vitesse où ça va, c'est quand même pas si mal. 700 employés à 7 ans, j'imagine que c'est pas pire. C'est pas pire. Je pense que c'est bon. Mais c'est pour ça que je dis d'entrée de jeu, tu sais, ça va vite, mais dans ma tête aussi, ça va comme lentement aussi. Là, parce que vous trouvez ce temps-là, vous avez des espaces où vous pensez à vous-même. En terminant, un conseil que vous donneriez à peut-être des femmes qui réfléchissent à se lancer, qui sont pas encore, qui figurent pas encore dans le palmarès ou qui sont des jeunes pousses là, qu'on voit pas encore, qui sont sous le radar? Bien, pour moi, c'est le plus grand conseil que je peux donner, c'est vraiment à des non-entrepreneurs, je dis, faites juste vous lancer, faites-le. C'est vraiment quand on fait quelque chose qu'on se rend compte que finalement, il y a très peu de compétition. Je donne souvent l'exemple que si tu veux devenir un violoniste de renommée internationale, il n'y a pas tant de compétition que ça quand même. C'est une petite niche. Bien, quand on devient entrepreneur, surtout au féminin, je trouve qu'on nous laisse de la place. Il y a plusieurs, il y a de l'entraide, il y a du monde qui veulent nous aider, il y a des plateformes qui sont là pour nous backer, il y a des organismes qui sont là. Fait qu'in the end, ça peut avoir de l'air compétitif, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut juste commencer à le faire, puis il y a tellement, justement, là, il y a tellement plein d'idées. Maintenant, il faut juste les faire et les organiser aussi. Là. Maintenant, je suis une fière ambassadrice de l'organisation, de se faire un vision board. Qu'est-ce que tu veux faire en 2021? Et si on y va avec ça en conclusion, en 2021, qu'est-ce qu'on souhaite à Cookit? Qu'est-ce qu'on souhaite à Cookit? On continue la croissance, on focus toujours sur l'expérience client. On a été nommés... vous avez l'effet wow! Cinquième entreprise québécoise. Bien, tu sais, sur les 178 entreprises qui font du e-com au Québec, devant Amazon, devant Nespresso, devant même la SAQ. C'est la preuve qu'on peut le faire. On peut le faire aussi Made in Québec au féminin. Oui. Alors, donc, fabriqué au Québec et avec cette touche féminine. Judith Fetzer, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre histoire. Merci infiniment. Nous, on y va, on en a parlé, c'est important d'avoir des organismes, d'avoir accès à du soutien, d'avoir accès à du soutien financier. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec et Femmes et Sœurs font ça pour nous. Et cette année, le Réseau des femmes d'affaires du Québec célèbre ses 40 ans. Eh oui, 40 ans que le REFAC existe pour que les femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires connaissent un succès inspirant et qu'elles puissent aller au bout de leurs rêves. 40 ans d'entraide, d'engagement, de passion, d'innovation et de partenariat avec l'écosystème économique. D'ailleurs, le lien qui nous unit avec Première en Affaires, c'est particulièrement fort parce qu'avec nos partenaires, on crée un environnement qui permet aux femmes d'aller plus loin, d'être inspirées, d'être connectées, de propulser leur carrière, leurs entreprises. Le réseau a tissé de ces liens que nous bâtissons avec vous année après année afin de créer un impact beaucoup plus grand. Derrière les 110 entreprises qui sont à l'honneur ce matin, il y a aussi des histoires de femmes et d'hommes qui ont su bâtir des relations durables avec leurs clients, leurs équipes et leurs partenaires. Bravo à toutes et bon visionnement. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle de premier plan dans le développement économique, social et environnemental du Québec. Femmes et Sœurs est fière de les appuyer et ce depuis 25 ans en leur offrant du financement
de l'accompagnement soutenu et toute une gamme de services complémentaires visant à faire en sorte que les entrepreneurs développent leur plein potentiel. Le palmarès des entreprises au féminin de première en affaires présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec met de l'avant des entrepreneurs d'exception qui font avancer le Québec. C'est une réelle fierté pour Femmes et Sœurs d'être partenaire de cette initiative majeure. Pierre Fitzgibbon, il faisait référence tantôt. Il y a différentes façons de tomber dans l'entrepreneuriat. Ça peut nous arriver quand on est petit, ça peut nous arriver dans notre douche, ça peut nous arriver comme ça parce qu'on a une idée puis on trouve que c'est difficile, comme Judith nous en a parlé, de se trouver sa place sur le marché du travail. Puis on peut aussi reprendre une entreprise, parfois la relancer, d'autres fois la poursuivre avec sa touche à soi. Et c'est l'histoire de Nathalie Nasseri de Bleu Lavande. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, on est tellement content que vous soyez là parce que vous avez une histoire toute particulière. Vous, donc, contrairement à d'autres, vous avez repris une entreprise, Bleu Lavande, qui avait une marque qui était très reconnue. Vous ne l'avez pas repris seul, vous avez des gars avec vous. Et ça vous a permis, donc, de réaliser un rêve d'entrepreneuriat? Je ne peux pas dire que j'avais un rêve d'entrepreneuriat. J'avais la fibre entrepreneuriale, puis je le voyais, je le sentais, on me le faisait remarquer aussi en grande entreprise. Mais j'ai vite réalisé qu'en grande entreprise, bien, veut pas, on a plus souvent les bras attachés parce que c'est gros, il y a de la politique, il y a de l'hiérarchie. Alors, je n'arrivais pas nécessairement à mes fins puis à m'épanouir. Alors, quand je suis allée chez Bleu, c'était vraiment plus l'aspect PME qui m'a attirée. Oui, la liberté de me retrouver dans une PME où je pouvais justement, tu sais, élargir les ailes, essayer des choses. Puis Bleu m'a particulièrement intéressée parce que, bon, avait un historique financier précaire, sortait d'une faillite. Puis là, c'était le temps de vraiment faire ce que je faisais de très bien, ce qui était le marketing, les stratégies de commercialisation. Puis j'étais choyée parce que je suis avec 3 hommes d'affaires, 3 partenaires avec moi qui ne sont pas nécessairement actifs dans la business. Ils ont investi, eux, pour la pérennité de l'entreprise, d'une marque québécoise. Mais j'ai toujours accès à eux pour bouncer des idées, pour discuter. C'est du savoir. Oui, c'est 3 hommes qui ont réussi, qui sont eux-mêmes entrepreneurs, certains retraités. Puis c'est toujours apaisant pour moi de savoir que je peux leur parler puis avoir leurs conseils aussi. Puis quand vous êtes arrivé, donc, vous avez fait l'état des lieux et il y a une chose qui vous a marqué pour vous, c'était le produit. Vous aviez vraiment une intention de donner de l'intégrité, davantage d'intégrité au produit. Oui, c'est important parce que, bon, le focus des dernières années avait été la survie de l'entreprise. Oui. Et non pas de donner de l'amour à ce qu'on appelle le product bundle, alors le contenu, l'emballage, l'étiquette. Alors, c'était urgent pour moi de revoir, de rendre le produit pertinent aux tendances. Tu sais, on parle d'une marque qui existe depuis 16 ans. Il y a 16 ans, on ne parlait pas de produits naturels. Alors là, je me retrouve avec une marque qui promouvoit le bien-être, le mieux-être, l'aromathérapie, mais avec une liste d'ingrédients de laquelle je n'étais pas très fière parce qu'elle n'était pas naturelle. Alors, c'était la première chose à faire, vraiment, c'était de me bâtir une équipe solide qui croyait à cette vision et ensuite de vraiment se rouler les manches puis prendre les produits un par un. On parle d'au-dessus de 30 produits. C'est quelque chose, là. Donc de revoir les recettes de chacun de ces produits-là. Oui, de revoir les produits une à une, les recettes. Là, il faut que tu t'assures que c'est la même sensation, le même taux de pénétration, la même odeur. Oui, parce qu'il y a déjà une fidélité. Les gens aiment les produits. Et là, vous dites, moi, je sais que les gens les aiment, mais moi, je veux m'assurer donc qu'il y ait une cohérence entre le message et ce qu'il y a dans le produit. Oui. Je veux dire, on utilise une huile essentielle certifiée ISO 3515, qui est vraiment, tu sais, l'or en termes d'huile essentielle fine de lavande. Mais ça ne marchait pas pour moi d'avoir un colorant artificiel ou d'avoir un parfum artificiel ou des ingrédients qui ne sont pas écologiques. Alors ça, c'était clé. Puis comme je disais, il faut s'entourer d'une équipe qui croit à ça aussi parce que pour une PME, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis on y est arrivé, puis c'est tout le temps ça. C'est après ça, c'est de dire, OK, what's next? Bien, la certification sans cruauté, bien, ça va de soi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut suivre ce que nos clients, nos consommateurs veulent.
puis cruauté animale, puis personne ne veut ça. Alors, c'est naturel pour nous d'aller chercher cette certification-là. Alors oui, on ne s'assoit jamais sur nos lauriers, comme vous aviez indiqué dans un texte que vous m'aviez envoyé. Il faut toujours pousser la machine. Et là, bien, vous avez parlé de cette équipe de direction qui est autour de vous, qui partage cette vision-là. Ça prend aussi des travailleurs, des travailleuses, et ça a été un défi pour vous, donc le recrutement de la main-d'œuvre. Tantôt, Judith faisait référence, là, elle a connu une croissance fulgurante. Vous avez aussi, vous êtes loin, là. Oui. Vous n'êtes pas à porte, là. Vous êtes dans, vos champs sont magnifiques, vous donnez accès au public, mais une fois qu'on a dit ça, quand on a besoin de gens qui viennent travailler dans les installations, c'est un petit peu plus compliqué. On est plus loin. Il faut savoir conduire, hein, puis il faut être capable de se rendre, là. C'est sûr. C'est sûr que nos champs à Fitch Bay, pendant 16 ans, ont apporté le bonheur total à tous nos visiteurs. Mais les difficultés, justement, de recrutement, d'embauche, on est éloignés. Et aussi le consommateur qui nous demande d'être plus présent, de nous visiter à l'année. Tout ça nous amène nous a amené à prendre la décision de relocaliser. Alors, dès ce printemps, on relocalise tous nos champs à Magog, vraiment à la porte d'entrée de l'Estrie, puis on travaille pour un centre d'interprétation, un centre immersif avec Moment Factory pour justement être là. Wow! Ça va devenir comme une espèce de mon Dieu, on voit ça, on le voit avec des grandes marques comme Hershey, entre autres, où on peut aller visiter et vivre des expériences. C'est ce que vous souhaitez, là, au-delà, parce que c'était déjà vivre une expérience d'aller dans les mais champs de je veux la vivre à l'année. Je veux que le consommateur puisse nous voir à l'année, qu'elle puisse visiter. Même quand les champs ne sont pas en fleurs. Oui, parce que l'expérience des champs, on va la vivre à l'intérieur, puis on peut visiter, on va avoir une savonnerie qui peut être visitée. Wow. Nos savons sont faits à la main, alors les gens s'intéressent à voir ça. On nous demandait d'y avoir accès. Alors oui, c'est des beaux projets. Mais là, faire ça, parce que là, vous allez déménager à Magog comme ça, mais vous faites ça dans une année où il y a du confinement, plus de confinement, la construction fonctionne à vitesse réduite parfois. Ça ne doit pas être évident à planifier comme projet? C'est pas évident à planifier, mais il faut que je touche du bois que ça a quand même bien été pour nous. Souvent, on fait ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un peu la tête dure. Là, je regardais, je dis, mes talons sont en bois. Oui, non, on a vraiment été chanceux à travers la COVID parce que, bon, avec le deuxième confinement, c'est sûr qu'on se demandait si la construction allait arrêter. Ça allait nécessairement nous affecter, mais finalement, elle ne l'a pas été. Ça nous a donné un gros coup de main, justement, pour garder notre échéancier, oui. Et donc, là, vous allez avoir ce nouveau centre-là. Qu'est-ce que ça va changer, évidemment, au niveau de la proximité? Le consommateur va être là à l'année. Au niveau de vos processus d'affaires, est-ce que ça a fait en sorte aussi que vous avez investi, on parle beaucoup du défi de la productivité, est-ce que ça a fait en sorte que vous avez aussi investi dans la façon de faire? Donc, on avait la façon donc la recette du produit, mais aussi comment la produire pour être capable de produire, par exemple, et optimiser les processus? Le gros avantage de notre relocalisation, c'est qu'on va tous être sous le même toit. Puis ça, je peux pas... c'est tellement important. Je pense souvent aux entreprises qui ont plusieurs emplacements, des bureaux de vente à un endroit et un siège social à un autre. Pour moi, c'était tellement clé d'être intégré avec l'équipe, de pouvoir être live avec nos médias sociaux, que notre directrice marketing elle puisse sortir de son bureau puis être avec les clients dans les champs si elle le veut. T'sais, pour moi, les processus, ce que ça va changer, c'est vraiment une belle intégration de l'équipe avec la synergie de l'équipe avec nos consommateurs puis avec ce qu'on fait qui est la production de lavande. C'est le fun parce que Marie-Claude Rouillet nous dit justement qu'elle voit la nouvelle construction à Magog toutes les fins de semaine et elle dit ça va vite et ça va être vraiment magnifique. Elle vous félicite. Merci. Elle dit que c'est vraiment beau. Puis ça doit être le fun, effectivement, quand on est dans une communauté comme Magog, de voir grandir un projet, puis un projet qui est ancré aussi dans quelque chose de naturel, dans une façon différente de faire les affaires. C'est super passionnant. On l'a dit, c'est une année qui n'est pas facile, cette année-ci. Bon, il y a des beaux projets qui se déroulent, mais il y a aussi, parce que c'était un de vos objectifs, donc de faire sonner la caisse rapidement, d'exporter.
parce que Bleu Lavande a ce potentiel-là de pouvoir exporter. Vous aviez commencé à ouvrir certains marchés. Comment ça s'est passé avec l'année qui est arrivée? C'est drôle parce qu'à peu près à la même date, je revenais l'année passée du Cosme Tokyo au Japon, puis on commençait là, à mettre les masques. J'étais avec vous l'aviez vu là, de première. Oui, il a fallu mettre le masque, puis on trouvait ça très drôle, mais là, on trouve ça un petit peu moins drôle, là, un an plus tard, mais... je suis revenue du Japon me demandant vraiment ce qui allait arriver. Puis finalement, oui, le COVID a ralenti tout le processus d'exportation, mais n'empêche que, pour nous, en fait, on avait été invités par le gouvernement du Québec dans le cadre des programmes d'exportation à aller au Cosme Tokyo. Puis, 2 mois après notre arrivée, on avait déjà signé une entente de distribution avec le Japon, avec la Corée du Sud, et je viens de signer aussi pour l'Israël et Hong Kong. Alors, est-ce que le chiffre d'affaires suit ce que je voudrais que ça suive maintenant? Non, parce qu'évidemment, tout a été ralenti avec le COVID dans tous les marchés mondiaux. Mais l'intérêt est là, les discussions continuent et je pense que c'est juste une question de temps pour que ça explose. Puis vous avez parlé, effectivement, moi je pense qu'il va y avoir plein de potentiel, puis on l'a dit, il va y avoir des reprises qui vont être fulgurantes dans certains domaines, puis peut-être le vôtre, mais en même temps, on l'a dit, là, tout le monde a un push-push maintenant en main, tout le monde a un savon, tout le monde... Alors ça aussi, c'était une opportunité pour vous peut-être? Tout à fait. Écoutez, ça n'a pas pris du temps après l'annonce du gouvernement. On était back-order sur tous nos désinfectants. Ça a été vraiment un gros boulot pour nos achats, pour mon directeur des achats. C'est ça qu'il faisait 24 heures par jour, lui, c'était de trouver des composantes parce que d'un coup, il n'y en avait pas. Mais c'était ça aussi la dynamique de notre équipe. On est une petite équipe de direction. On comprenait ce que Dominique vivait, bien, on l'aidait sur d'autres tâches, que pour le laisser justement gérer l'urgence. Mais oui, ça nous a aidés beaucoup. Les consommateurs nous ont écrit pour nous dire que c'est le fun d'avoir un désinfectant qui sent bon. Oui, bien, parce qu'on a connu vraiment mon Dieu, toutes les gammes. S'il y a eu les arcs-en-ciel, on a eu aussi toutes les gammes, l'arc-en-ciel de petits gels à main, avec des choses plus ou moins réussies parfois. Oui, c'est ça. Fait que le fait qu'on était naturel, que nos savons à main sont naturels, ils n'irritent pas la peau, le COVID a eu tout son côté désagrément, mais pour nous, ça a été une expérience qui nous a permis justement de lire davantage nos consommateurs qui nous écrivaient, qui nous disaient qu'ils appréciaient les produits. Parce que veut pas, l'hygiène a tellement augmenté. Mais en même temps, ça a eu des bénéfices. Là. Il y a moins de rhume, il y a moins de gastro, puis peut-être que c'est quelque chose qu'on va garder. Moins de voitures sur la route. Oui, aussi. Il y a beaucoup de bénéfices. C'est ça. Puis, en même temps, pour des entreprises comme les vôtres, moi, je pense qu'il y a probablement des comportements qui vont demeurer. Justement, l'hygiène des mains, si ce n'était pas quelque chose qui était bien ancré. Vous avez parlé de votre voyage en Asie où il y avait justement déjà la culture du masque. Nous, on ne l'avait pas. Il a fallu développer différents aspects. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez pour l'avenir, comment les tendances vont se développer? Oui, moi, je pense que c'est pas demain matin, là, après le vaccin, qu'on va arrêter de se désinfecter les mains. Je pense que cette tendance-là va rester. La tendance que j'espère va rester vraiment pour toutes les entreprises québécoises, c'est de continuer à encourager les marques locales parce que ça, c'était un des avantages, je trouve, de la COVID, c'est que ça portait le consommateur à justement regarder vraiment qu'est-ce qui se fait chez nous et comment dépenser. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fabriquées ici. On avait aussi des lacunes, mais on s'est rapidement tourné de côté. Vous parlez du gel pour les mains. On a parlé des masques. Il y a des entreprises au féminin qui ont fait des masques. Je pense à la Coop, à Hochelaga Maisonneuve. Donc, ça nous a donné cette sensibilité-là. Mais pourtant, Bleu Lavande aussi en avait bénéficié parce que je pense que c'est une marque un peu coup de cœur des Québécois, malgré les difficultés financières. Oui, malgré les difficultés financières, on est une marque vraiment, comme vous dites, un fleuron québécois. Oui. Je l'aime bien, fleuron, parce qu'on est quand même une fleur à quelque part. Bien, c'est magnifique, oui, c'est ça. Oui. Mais il reste qu'on n'était pas tout seul sur le marché. Tu sais, il y avait des marques américaines, des marques européennes, mais on a vraiment vu, sincèrement, dans tous nos canaux de distribution, les consommateurs ont continué à nous encourager, puis ont augmenté même leur fréquence d'achat. Et
ont essayé des nouveaux produits qu'ordinairement, bien, il n'y aurait peut-être pas eu le temps d'essayer. Mais on est confinés, alors c'est le temps merveilleux de se donner des soins. Mais ça, pour nous, ça a été vraiment, vraiment magique. Puis je souhaite que ça va continuer pour tous les Québécois, là, de continuer à encourager le plus possible localement. C'est intéressant parce que hier, on annonçait là, que Panier Bleu allait devenir transactionnel et tout ça. Avec Judith, on parlait d'un site aussi transactionnel. Est-ce que pour vous, vous étiez déjà prêt à faire les ventes en ligne? Est-ce que ça commandait un nouveau défi pour Bleu Lavande? C'est sûr que la quantité avait augmenté de façon hyper significative. Puis je ne cache pas qu'il y a des après-midi que mon conjoint puis moi, on était là, puis on pactait des boîtes, puis on aidait l'équipe à l'expédition. C'est ça, oui. Mais ça nous a fait plaisir de le faire, puis ça fait partie d'être entrepreneur. Oui. Puis il faut encourager l'équipe aussi, là, tu sais. C'est ça, puis de vous sentir là, probablement que tout le monde était très motivé à être sûr. Et est-ce que la clientèle a été, elle a été au rendez-vous pour les commandes, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait une certaine patience? Parce qu'il fallait, il y a parfois, on commandait en ligne, puis ça pouvait prendre 2 semaines, puis c'est pas la faute 2 semaines, puis je suis généreuse, là. Oui. C'est ça, parce que finalement, on avait des difficultés de livraison. Est-ce que vous avez senti une certaine résilience de la part du consommateur? Moi, j'ai senti vraiment qu'ils étaient très patients. C'est sûr que certains nous écrivaient pour dire qu'ils n'avaient pas reçu leur colis. Alors oui, notre service clientèle, le volume avait augmenté aussi, mais c'était pas méchant. C'était juste, tu sais, est-ce que ça a été perdu? Est-ce que ça s'en vient? Et on a découvert que finalement, il y avait une espèce de grand trou et que là, entre les deux, entre le départ, parce que quand on suivait nos colis, on voyait qu'il y avait le départ, puis après ça, il y avait un long trou où on attendait, puis après ça arrivait quelque part. Oui. Fait que non, vraiment, tout le monde a été très collaboratif. Puis la COVID, pour ça, a quand même été rassembleur, je trouve, parce que le consommateur savait que on ne retient pas la commande. Là. Non, c'est ça. On n'a aucun plaisir à retenir la commande à personne. Là. On a dit que la crise, ça avait été un révélateur de nos forces, puis un révélateur de nos faiblesses. Je pense que parmi les forces de Bleu Lavande, il y a maintenant cette force d'équipe. S'il y avait des choses que vous avez apprises sur l'entreprise, est-ce qu'il y a des leçons apprises, des choses que vous faites maintenant différemment? Bien, on n'est pas encore en application, mais oui, ce qui a été flagrant pour moi, c'est de réaliser à quel point, en augmentant le volume, on va devoir investir davantage dans de la technologie. C'est ça. Oui. Donc, dans toute dans toute la ligne de production puis d'expédition et tout ça. On l'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint peut-être la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez 3 partenaires. En cette année de COVID, comment ils ont été? Parce que vous l'avez dit, c'est des partenaires silencieux habituellement. Est-ce qu'ils ont joué un rôle particulier parce que c'était une année particulière? Oui, ils ont joué un rôle particulier dans l'optique où ils m'ont toujours encouragée. Tu sais, je ne cache pas que quand les composantes étaient difficiles, bien, avant, tu pouvais commander 10 000 bouteilles. Là, d'un coup, il fallait que tu achètes le troc au complet. Bien, c'est sûr que ça me stresse sur la liquidité, mais c'est go, vas-y, tu n'es pas plus avancé si tu n'as pas de bouteilles pour remplir, tu sais. Fait qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont encouragée, puis ils ne m'ont pas rajouté du stress. T'sais, j'en avais déjà assez. C'est important. Oui, on en avait déjà assez de ne pas savoir, est-ce que tous les commerces sont fermés, est-ce que ça ne va pas fermer. T'sais, ils ne m'ont pas rajouté une couche de stress, ils m'ont juste encouragée. Puis si on revient à la question d'Isabelle, Nathalie, elle, comment elle gère son stress? Parce que j'imagine qu'il y a des soirs où on rentre puis il y a plus de questions que de réponses, là. Bien, heureusement, j'ai un conjoint qui aussi est entrepreneur et qui comprend ça. Ça, c'est bien, oui. Ça pas de... Je veux dire, tu ne peux pas mettre une valeur là-dessus, là, c'est tellement important. Puis, moi, c'est les listes. Tu sais, qu'est-ce qui me stresse? C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je peux contrôler? Puis qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Donc, vous faites des listes avec ces éléments-là? Oui, puis mon équipe aussi. Mon équipe de direction... il n'y a pas de hiérarchie chez nous.
on est capable de se dire les vraies affaires, puis je suis capable de leur dire qu'est-ce qui me stresse, puis en parler avec ton équipe, je trouve que, tu sais, s'ils sont là, c'est parce que tu leur fais confiance. Oui. Alors, tu dois faire confiance aussi à leurs habiletés, puis à comment ils peuvent contribuer. Puis en terminant, la même question que je posais à Judith, donc s'il y avait un conseil aux gens justement qui ont envie de grandir avec leur projet d'entreprise, vous leur diriez que ce serait quoi? Bien, je pense que c'est de plonger, mais de bien s'entourer, de savoir avec qui on fait affaire, avec qui on va travailler. Puis là, ça peut être plate à dire, là, mais d'avoir une convention d'actionnaires au besoin. Ah, c'est pas plate, c'est un conseil très judicieux, je ouais, pense. Je pense que c'est justement, juste passer à travers une convention d'actionnaires, tu réalises, OK, je veux-tu travailler avec ça? Si ça arrache déjà dans une discussion de convention, ça va donner quoi plus tard? Puis pas avoir peur, moi je trouve que c'est un très bon conseil. Donc, de ne pas avoir peur que même pendant la négociation, si on sent qu'il y a des choses qui sont difficiles, de peut-être reculer. C'est pas, tu sais, de pouvoir peut-être prendre un moment de recul puis de se dire, bien, est-ce vraiment la bonne personne? C'est ça, exact. Je trouve que c'est tellement important parce que moi, je viens de le vivre. Là, on a passé une situation de crise, j'étais super bien entourée, puis ça fait toute la différence. Puis après ça, c'est de s'entourer avec une équipe de direction de confiance. Donc, de bien choisir ces gens. Oui, puis même si on se trompe, c'est pas grave, on fait les changements. Ça, c'est important parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'on peut apprendre de nos erreurs. Ça fait un peu cliché de le dire, mais de tenter de grandir plutôt que de se diminuer puis de se ralentir avec les erreurs, de se relancer. Oui, on en fait des erreurs, là, on est humain. C'est ça, il n'y a pas personne qui a un parcours linéaire parfait, là, sans erreur, sans accroc. Alors, on se dit que de ça, on apprend, on grandit puis on devient meilleur. Ça a l'air comme, c'est ça, ça a l'air d'un peu une carte Hallmark, mais ça marche, je vous le dis. Alors, Nathalie Nassiri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Beaucoup. Ça met fin à notre échange, mais ça ne met pas fin aux différents projets de Première en Affaires. Le 16 mars prochain, on va lancer un numéro hors série. Donc, Déborah y a fait référence. On veut réfléchir à la relance. Je l'ai dit, ça peut être en K pour certains, ça peut être en W pour d'autres. On va voir, peut-être qu'il y aura une reprise en vague. On ne sait pas encore de quoi sera fait demain. On sait que comme consommatrice, comme entrepreneur, comme gestionnaire, on a juste envie de retrouver, certains disent un nouveau anormal, c'est ce que les CPA nous disent, donc de retrouver notre nouveau anormal. Certains vont dire la normale sera peut-être plus la même, évidemment, mais on aura trouvé des nouveaux repères. Puis, on le disait avec Nathalie, on aura appris de nos erreurs, on aura appris à voir justement avec ces différents révélateurs de cette dernière année à quel point on est capable de rebondir. Alors, on sera là ensemble, on espère ensemble. Mais évidemment, le 16 mars, c'est quand même assez proche. On voit à quel point le déploiement, par exemple, des vaccins ne va pas à la vitesse où on veut. Donc, ça sera peut-être un peu différent. Mais on espère, parce que c'est un projet qu'on chérit, de le faire avec les Hôtels Germain, puis de peut-être être à distance, mais ensemble. Donc, ensemble, vous aurez l'opportunité peut-être d'être chacun dans vos chambres et de vivre un événement. On ne sait pas encore parce qu'on essaie de s'adapter, évidemment, en fonction des règles sanitaires, en fonction des différents défis qui se présentent devant nous. Alors, on fait comme vous, entrepreneurs, gestionnaires, on s'adapte à Première en Affaires, mais ceci dit, une chose est certaine, c'est qu'on fait des affaires au féminin, puis ça, on en est pas mal fiers. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve donc le 16 mars. Et bonne lecture pour le palmarès et à toutes les femmes qui sont en affaires, qui ne voient pas le nom de leur organisation dans le palmarès cette fois-ci. N'hésitez pas à vous inscrire. Notre liste est toujours ouverte et après ça, on l'analyse, on les met ensemble, mais c'est volontaire. Vous pouvez faire valoir justement que votre entreprise peut faire partie du palmarès. Alors, merci beaucoup d'avoir été là.